Le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, organise une mission d'évaluation post-électorale au Bénin du 15 au 21 septembre 2024 en collaboration avec la Sénat. La délégation profitera de sa présence pour évaluer également les besoins pour les élections générales de 2026. La séance de travail aujourd'hui a dépassé nos espérances parce qu'au-delà du monitoring des recommandations suite à l'élection présidentielle de 2021 au Bénin, nous avons aussi discuté, n'est-ce pas, des méthodes de travail de la Sénat du Bénin, n'est-ce pas, des difficultés relatives aux opérations électorales, comment garantir la sincérité des résultats. Et en tant que tous ressortissants de la sous-région, nous avons aussi beaucoup discuté sur comment préserver la cohésion nationale, l'unité nationale dans nos pays, qui peuvent être à l'épreuve des ambitions politiques. C'est une réunion très très fructueuse pour la mission de la CEDEAO et pour moi-même, n'est-ce pas, parce que j'ai pu profiter des bonnes pratiques de la Sénat du Bénin. La Sénat vient de recevoir une délégation de la CEDEAO. C'est déjà une pratique bien installée. À la veille des élections, la CEDEAO vient s'assurer, à travers le RESAO, vient s'assurer des conditions de préparation de l'élection qui va se dérouler. Et pour notre part ici, on les a rassurés que nous sommes en train de nous préparer et que tout se passe relativement bien. Et ils ont eu quelques questions sur le code électoral nouveau, les modifications. On leur a donné les explications qu'il fallait et dit notre préoccupation qu'on doit tout faire pour que la classe politique soit unie. On doit tout faire pour que les élections soient inclusives. On fait tout pour que les élections soient transparentes. Mandaté par l'organisation sous-régionale CEDEAO, le comité du RESAO a fait un tour d'horizon sur l'exécution des dites recommandations avec les membres du bureau exécutif national du bloc républicain présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchani. L'échange a été très riche, très passionné, parce qu'il s'agissait de discuter autour d'une thématique principale, l'inclusion. Faire de telle sorte que le maximum de candidats, en considération de la loi et des règlements de la République du Bénin, puissent se présenter lors des différentes élections. Faire de telle sorte que les jeunes, les handicapés et les femmes aussi puissent être sensibilisés suffisamment pour participer à ces élections. Donc nous allons discuter avec l'ensemble des partis politiques, de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Je suis très 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 content de venir au Bénin avec la mission. D'abord parce que c'est un pays qui a des traditions culturelles très fortes. On a échangé de vive voix, on leur a fait comprendre les raisons qui ont motivé le Bénin à faire cette proposition, à adopter cette loi que nous connaissons tous et que cela n'est pas sorti de S-Nilo. C'est les expériences que nous avions vécues de par le passé qui nous ont permis d'aboutir à cette loi-là. Donc ils ont prodigué des conseils pour que les élections se tiennent dans la paix. Non, je crois que le code électoral, a priori, n'a pas exclu spécifiquement des personnes. Je vois ce dont vous voulez parler. Il y a des gens, il y a des Béninois qui sont en porte-à-faux avec la loi. Ça, c'est autre chose. Le code en lui-même a des critères. Donc tout le monde ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Même le vieux code que nous connaissons a exigé que le critère d'âge, que vous devez avoir au moins 40 ans par exemple. Donc tout le monde n'a pas 40 ans, donc tout le monde ne peut pas être candidat. Et que vous devez avoir au plus 70 ans. Donc une loi pose des critères. Quand vous remplissez ces critères, vous pouvez vous porter candidat. Non, je crois que le code en vigueur actuellement en République du Bénin invite tous les partis politiques au travail, à aller en contact avec le peuple, convaincre le peuple de son projet de société, convaincre le peuple par rapport à l'ambition qu'ils nourrissent pour le Bénin. Je crois que c'est cela qui va permettre au peuple, au moment opportun, pendant les élections, de choisir
le parti Y au détriment du parti X. Comme avec les partis de la mouvance présidentielle, l'opposition au régime de la rupture, à savoir le vice-président du parti Les Démocrates, le président de la Nouvelle Force Nationale et le président du mouvement populaire pour la libération, a aussi échangé mercredi dernier avec la délégation du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO de la CEDEAO, en mission au Bénin. Le 16e forum des usagers de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques en Afrique a été officiellement ouvert par José Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable. L'autorité de tutelle a de prime abord exprimé sa reconnaissance aux différents acteurs impliqués dans l'organisation technique et matérielle de ce rendez-vous d'échange satellitaire et pour avoir porté leur choix sur le Bénin dans la mise en œuvre d'une action concertée dans le cadre de l'amélioration de la résilience internationale au climat. Si les changements climatiques constituent une menace indéniable pour notre communauté et que les données météorologiques qui permettent de mesurer leur variabilité sont fournies par les satellites, comme Météosat, il n'en demeure pas moins que les aménagements bien conçus, qui constituent les substatomes au sol du climat, doivent concourir à réduire notre vulnérabilité. Ce constat devrait conduire à des politiques et programmes résilients, ainsi qu'à des aménagements qui favorisent l'adaptation et l'atténuation de la part de nos États, de nos villes et de nos gouvernements. Nous avons vu dans le développement, l'agriculture ayant été un des secteurs dans lesquels très vite nous avons développé un programme d'adaptation au changement climatique. Les stations agro-météorologiques que nous avons installées grâce à des technologies qui sont celles que vous utilisez ont permis d'accroître la capacité de production de notre pays et donc d'augmenter le niveau et les conditions de vie de ces producteurs qui aujourd'hui attendent de façon très impatiente que ces données leur soient fournies par des méthodes, à commencer par les GSM. Aujourd'hui, nous avons également d'autres moyens de communication qui sont sur les smartphones. Eh bien, les données météorologiques sont devenues comme l'oxygène que nous respirons, comme l'alimentation, comme l'eau que nous buvons, pour permettre d'anticiper sur la maîtrise des effets néfastes du changement climatique. C'est pourquoi ce forum que nous accueillons ici au Bénin, non seulement met de la lumière sur ce qui se fait au Bénin en matière de pilotage du développement durable, de construction de la vie durable, mais nous permet également de vous présenter quelles sont nos attentes, quels sont nos défis, quel est l'enjeu à la fois sous-régional et continental dans lequel le Bénin s'inscrit et voudrait participer au développement d'une Afrique durable. L'objectif est simple, c'est de permettre à tous les citoyens africains d'avoir accès aux données spatiales dans le cadre du changement climatique en ce qui vous concerne dans le cadre de la météorologie. Et plus précisément, nous avons discuté des gaz à effet de serre, de la qualité de l'air, de la mitigation et de l'adaptation aux impacts du changement climatique, notamment l'inondation, la sécheresse. Nous constatons depuis plusieurs années que les peuples de notre planète manifestent un intérêt considérablement accru pour l'utilisation des données satellitaires, notamment dans le domaine de la recherche pour lutter contre le changement climatique. L'appui du MXSAT aux services météorologiques nationaux n'est plus à démontrer. L'organisation de ce 16e forum au Bénin vient une fois encore encourager l'Agence nationale de la météorologie du Bénin dans sa politique de densification et de modernisation de son réseau d'observation météorologique afin de disposer des données fiables et en temps réel. Je n'en doute point que les données satellitaires sont très indispensables pour les services hydrométéorologiques et climatiques nationaux dans leur mission de production et de fourniture d'informations à notre communauté, et ceci dans un contexte où
nos réseaux nationaux d'observation ne sont pas maillés. Le METSAT est une organisation qui joue un rôle capital dans la lutte contre le changement climatique à travers les services météorologiques nationaux. Grâce à ces efforts incessants, les pays disposent de données et d'outils nécessaires pour comprendre les impacts du climat sur la société et pour élaborer des stratégies d'adaptation efficaces. Tout ce qui est fait, nous avons une veille quotidienne en mettant en place également des dispositifs pour recueillir les plaintes de ces usagers et les adresser vraiment de façon proactive. Il y a le numéro du ministère de la Santé, le 91 44 44 44 qui est là, c'est le numéro WhatsApp par lequel les usagers souvent posent des problèmes par rapport et qui sont adressés séance tenante en même temps dès que les plaintes viennent. Il y a également les dispositifs internes d'écoute au niveau des structures qui existent également et qui permettent justement d'adresser ces questions. Et nous avons également, comme l'a souligné quelqu'un, veillé à ce que lorsque les populations tombent malades et viennent à l'hôpital, qu'elles puissent y trouver les soignants. Et c'est pour ça qu'en 2018, le gouvernement a mis en place une réforme majeure pour faire en sorte qu'on puisse déterminer qui est dans le public et qui est dans le privé. Aujourd'hui, je pense que les populations saluent ça positivement et je ne peux que me réjouir de cela. Alors, dire la charge, il faut le voir sous deux angles. Le premier angle, c'est que vous êtes malade, vous venez à l'hôpital, il vous faut des soins d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour faire en sorte que, par exemple, à la réanimation du CNHU et au niveau du CHU de Borgo, qu'on puisse faire les soins au niveau des urgences et après entrer justement dans les remboursements. Cela ne se fait pas sans mal. Il y a des problèmes, les gens ne veulent pas rembourser, parfois de très mauvaise foi, mais nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse maintenir la dynamique parce que c'est important de pouvoir octroyer les soins avec ce qu'il faut lorsque les soignants en ont besoin. C'est fondamental. Mais derrière le socle sur lequel demain ça va se construire, ou c'est en train de se construire, c'est l'assurance maladie. Et comme vous le savez, dans la loi portant protection de la santé des personnes, toute personne résidant sur le territoire béninois a l'obligation de souscrire à une assurance maladie. Et les employeurs sont tenus de le faire pour leurs employés. Déjà, le gouvernement a commencé avec les privilégiés de l'État, les personnes qui sont vraiment dans un état où ils n'arrivent pas vraiment à satisfaire leurs besoins de santé, même d'alimentation. Nous avons commencé ça avec la distribution des cartes, un panier de soins qui est assez achalandé, qui adresse non seulement les questions d'urgence, mais les affections les plus courantes dont souffre notre population. Et donc, c'est ça le soubassement le plus solide sur lequel nous allons pouvoir adresser ce volet très important de la couverture sanitaire universelle, parce que l'accès financier aux soins de santé, c'est un volet majeur des trois piliers de la couverture sanitaire universelle. Donc, nous sommes déjà à petit d'œuvre par rapport à ça, et demain, c'est faire en sorte que tous les Béninois soient assurés effectivement, quand ils vont au niveau des centres de santé, qu'ils puissent, avec leur carte, bénéficier des soins sans se casser la tête et que les soignants puissent être amenés à soigner également sans s'interroger sur comment est-ce que les patients pourront vraiment payer ces soins, comment ils vont pouvoir avoir les intrants qu'il leur faut, les médicaments qu'il leur faut pour pouvoir soigner les patients. Donc, c'est là vraiment le socle sur lequel nous allons adresser cette question liée au financement de la santé par les populations. On a pris le décret d'application de la loi déjà, qui définit vraiment comment ça va se structurer, qui en bénéficie, de quelle manière, combien d'enfants doivent être pris en charge par l'employeur pour son employé, ainsi de suite. On a déjà tout encadré. Aujourd'hui, nous sommes sur la droite ligne pour que le gestionnaire de l'assurance maladie pour l'État. Nous avons déjà rencontré les assureurs privés également pour faire en sorte que ça puisse démarrer. Donc, nous sommes sur la dernière ligne droite et dans les semaines, mois à venir, nous allons effectivement démarrer. Donc, étant donné que ça a commencé déjà, c'est pas qu'on a commencé pour les structures de santé sont déjà aguerris par rapport à ça. Donc, il reste juste à déclencher le mécanisme pour que les populations puissent effectivement adhérer, disposer de leur carte et aller aux soins en utilisant cette carte.
Nous sommes ce jeudi 19 septembre 2024 à la toute première session ordinaire de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, en présence de tous les conseillers, du personnel de la RAC, des chefs services de l'institution et de plusieurs patrons d'organes de presse et droits locaux. Le nouveau président de la RAC procède à l'ouverture officielle de la 2e session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. Depuis notre installation il y a 2 mois, il nous tardait tant, après bien sûr 2 mois d'entraînement et d'étirement des muscles, de nous jeter à l'eau. Parce que toutes les décisions de régulation à la RAC ne se prennent qu'en plénière, donc au cours d'une session. Nous y voilà donc. J'avais dit lors de mon installation que la RAC, qui est en train de fêter ses notes de perles, ne nous paraît pas, ce n'est pas moi seul, ne nous paraît pas avoir toute la vigueur, toute l'assurance que pourrait avoir une belle dame de 30 ans. À qui la faute? Nous n'allons pas facilement battre notre coude sur la poitrine des cadres de la maison, mais s'il y a des pierres à envoyer, on ne va pas toutes les envoyer dans leur jardin même. De grosses pierres doivent se retrouver dans leur jardin. Sans langue de bois, le président local a exposé face à l'assistance les insuffisances et manquements observés au sein de l'organe de régulation. Pour lui, il faut des mesures urgentes. Il est quand même inimaginable aujourd'hui qu'en 2024, une maison de régulation des médias n'est pas un site internet dynamique où le citoyen peut aller porter plainte, voir l'œuvre de régulation et où même les journaux peuvent faire un dépôt légal numérique en attendant le dépôt légal physique. Une maison où il n'y a même pas le haut débit. Une maison où tous les jours je vois manque d'ordinateur. Vous aurez quand même pu avoir ce minimum. Je n'ai jamais entendu depuis de dehors ni de dedans le syndicat ou les cadres se plaignent de cet état de choses. Vous aurez pu avoir, pour suppléer le système de monitoring que j'ai laissé ici il y a 10 ans et qui aujourd'hui est pré-cambrien, pour suppléer à cela, vous aurez pu avoir du haut débit, du matériel pour écouter toutes les radios. La faute ne vous revient pas à vous uniquement. Je n'ose pas dire, parce que le président de la République peut entendre, que 30 ans après la RAC n'a pas un manuel de procédure. Non, ça je ne le dis pas. Règlement intérieur qui date de 2005, avec une loi organique qui a 2 ans. On peut dire que c'est la faute des présidents qui sont passés, des conseillers qui sont passés. Mais la maison vous appartient. Personne n'a souvenance que vous avez protesté pour cet état de choses. Quant aux professionnels des médias, il invite chacun à faire preuve de patriotisme, ajouté au respect de la déontologie pour le bien-être de la corporation. Le journalisme aujourd'hui, qu'on se le dise, n'est plus un métier, c'est une arme. Une arme que tout le monde veut posséder ou contre laquelle tout le monde veut se prémunir. Résultat, ne nous leurrons pas, si le régulateur ne prend pas ses responsabilités, c'est le pouvoir public qui prend ses responsabilités. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons vu les pouvoirs publics les plus civilisés, entre griffes, agir sans demander quoi que ce soit au régulateur. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Ce n'est pas possible. Journaliste Bontin et consultant en communication, l'arrivée du président Edouard Loko marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour cet important organe de régulation des médias. Son expertise, son expérience et son engagement seront un atout pour diriger la 7e mandature de la RAC.
Sur ces images aériennes, on peut voir l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations au Nigeria. Actuellement, 11 États sont en alerte et selon l'ONU, plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est. Dans l'État de Borno, les pluies ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune. Avec nos enfants, nous ne savons pas où nous loger. Le gouvernement devrait faire preuve de compassion et nous permettre de rester plus longtemps dans ce camp, car si nous rentrons chez nous, nous n'aurons pas d'endroit où dormir avec nos enfants. Et si nous allons chez quelqu'un, nous ne nous sentirons pas à l'aise. Environ 15% de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, est sous les eaux. Depuis le début du mois, les inondations ont déjà causé la mort d'au moins 30 personnes. C'est une véritable tragédie pour cette population dont les maisons ont été détruites par les inondations et qui est déjà affectée par un conflit dans cette région. Ce sont des agriculteurs qui aimeraient être dans leurs fermes, mais qui se retrouvent maintenant confrontés aux conséquences des inondations. L'effondrement d'un barrage dans le nord-est du Nigeria a drainé d'importants flux d'eau dans les États, aggravant la crise humanitaire. Il s'agit des pires inondations dans l'État de Borno depuis 2 décennies. Plus d'1 an après le coup d'État qui a mis fin à son mandat présidentiel, Ali Bongo Ondimba sort du silence. Dans une lettre adressée au peuple gabonais, l'ancien chef d'État annonce son retrait définitif de la vie politique et appelle à la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine, emprisonnés depuis les événements d'août 2023. Il reconnaît les insuffisances de sa présidence et plaide pour une réconciliation nationale. Le fond de son message n'est pas sincère parce que j'ai l'impression que son mot, sinon son pardon, est de manière intéressée. S'il était sincère, il devait commencer déjà à demander à ce qu'on libère aussi des gens que lui-même il a mis en prison. Je serais tenté de vous dire que si nous répondons avec le cœur, ça risque d'être compliqué. Or, notre obédience chrétienne voudrait que nous pardonnions. Sauf que c'est compliqué. Le pardon, on accepte le pardon. Le Gabon, nous sommes unis. Et j'aimerais qu'on le pardonne et que nous repartons sur une nouvelle base. Vous l'aurez compris, la majorité des Gabonais soupçonnent néanmoins la sincérité de sa lettre. Pourquoi s'intéresse-t-il à sortir seulement sa femme et son fils de prison au détriment de ceux qui l'accompagnaient, la Nyang Team qui accompagnait Sylvia Bongo, ou même ces prisonniers politiques que Ali Bongo aurait fait prisonnier en son temps. Jérôme Wilfried Obangom à Libreville pour Africa News. La situation sécuritaire chaotique dans l'est de la RDC a conduit il y a quelques mois à la formation de groupes d'autodéfense appelés Wazalendo, patriotes en Swahili. Aux côtés des FARDC, ces groupes combattent le M23 soutenu par le Rwanda. Patrouillant tout près d'une position du M23 dans la ville de Sake, ce militant se dit prêt à défendre sa patrie. Je suis un combattant, j'ai pris les armes en raison de la situation sécuritaire dans mon pays. Nous combattons l'ennemi qui est étranger à notre terre, qui n'est pas congolais et qui s'en prend au Congo. Nous ne permettrons pas au M23 de prendre notre pays. Dans ce vaste champ de bataille, la MONUSCO est également présente. Après 25 ans de présence souvent jugée inefficace, les casques bleus ont été autorisés en août par le Conseil de sécurité à fournir un soutien logistique aux forces de la SADC. Notre stratégie est directement influencée par le niveau de violence généré par les groupes belligérants. Elle est entièrement déterminée par la gravité de la menace posée par ces groupes illégaux et par la nécessité de protéger les civils. De nombreux civils ont fui la ville de Sake, considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les rebelles du M23 sont postés à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale de la province du Nord Kivu. Je vois l'ennemi sur l'autre colline. Ici chez moi, il y a les Wazalendo, l'un des groupes armés qui combattent les rebelles du M23, ainsi que les FARDC. Je ne sais pas si je devrais rester chez moi alors que l'ennemi est si proche. Les affrontements récurrents, les massacres de civils, les déplacements massifs font partie du quotidien de la population du Nord Kivu. À cela s'ajoutent les dérives de certains Wazalendo régulièrement accusés d'incivisme, de torture et d'agression.
Suite à la demande de reprise des négociations du président américain Joe Biden, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide paramilitaires ont déclaré être ouvertes à une résolution pacifique du conflit ayant poussé le Soudan au bord de la famine. Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l'armée du gouvernement de transition, a déclaré que le gouvernement soudanais restait ouvert à toute solution constructive pour mettre fin à la guerre. Le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, a fait une déclaration similaire. Néanmoins, les deux hommes se sont mutuellement accusés de ne pas avoir réussi à mettre un terme à un conflit qui a fait plus de 12 000 morts depuis avril 2023, s'accusant mutuellement d'avoir commis des abus. Chaque partie a également accusé l'autre de ne pas avoir présenté des mesures concrètes pour parvenir à la paix. Les Nations Unies approuvent la prolongation de la période de transition. Après l'annonce du report des élections présidentielles, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a déploré la situation dans le pays, qui n'a pas évolué et s'est même détériorée ces dernières années. Si les Nations Unies approuvent la prolongation de la période de transition, elles le font avec un réel regret et une grande déception. Il y a 2 ans, nous nous trouvions dans une situation identique à celle d'aujourd'hui et nous avons apporté notre soutien à la condition expresse qu'il n'y ait plus de prolongation. Aujourd'hui, il est malheureusement évident que le pays n'est pas prêt pour des élections dont nous pourrions espérer en toute confiance qu'elles soient crédibles et pacifiques, ce qui nous oblige à examiner cette proposition de prolongation. L'annonce a été faite au cours d'une réunion extraordinaire rassemblant les représentants du gouvernement, de la société civile et des Nations Unies. Ensemble, ils ont échangé sur la prolongation une nouvelle fois de la période de transition en cours dans le pays jusqu'en février 2027. Nous soutenons unanimement la décision de prolonger la période de transition en raison des circonstances qui prévalent dans le pays, à savoir les conditions socio-économiques difficiles, le manque de préparation adéquate par la commission électorale et la sécurité. Plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud est empêtré dans une crise politique depuis plusieurs années qui impacte l'économie et le développement national. À cela s'ajoute une crise climatique qui plonge le pays dans l'incertitude. Mettre fin à la crise humanitaire et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, 2 objectifs visés par les membres du comité ministériel arabo-islamique qui se sont réunis cette semaine à Amman, la capitale de la Jordanie. Présent lors de la réunion, le ministre jordanien des Affaires étrangères a appelé le monde entier à agir pour mettre fin aux attaques israéliennes. Israël pousse la région vers un gouffre. Il porte atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Cisjordanie, ainsi qu'aux lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem. Il y a une poussée inévitable vers l'abîme de la guerre régionale. Le monde entier doit agir immédiatement pour freiner cette agression et mettre fin à ces attaques afin que nous puissions assurer la sécurité et la paix dans la région et empêcher une destruction globale. Dirigé par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le comité ministériel issu du sommet arabo-islamique se compose de plusieurs États dont la Palestine, la Jordanie, l'Égypte ou encore le Nigeria.